Comme vous le savez, depuis un petit moment, moi j'aime bien parler du passé, j'aime bien vous faire un peu voyager par des chroniques. Et si vous suivez aussi les chroniques que j'ai fait, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait un certain nombre maintenant, vous savez certainement que je suis, archéomètre de formation. Et comme ça arrive assez souvent quand on m'aborde à ce sujet dans la vie courante, dans la vraie vie, on me demande la plupart du temps ma spécialité. Bon, alors, étant donné que j'ai pas fait de doctorat, c'est assez difficile, je trouve, de répondre légitimement à cette question. Parce qu'il y a des gens qui font des très, très longues études et du coup qui peuvent se permettre d'être spécialistes d'un sujet. Moi, je considère que c'est pas vraiment le cas. Mais quand même, lors de mes études, j'ai eu à produire un mémoire et j'ai même eu l'occasion de me faire publier sur un sujet qui est assez précis, qui est l'analyse de pigments de peinture murale péruvienne précolombienne et en particulier de peinture murale Inca et Mochica. Donc je pense que tout le monde se fait une petite idée de la culture et de la civilisation Inca, mais ce n'est pas forcément le cas pour les Mochica, et du coup c'est donc de ce peuple dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est les Mochica, vous par exemple? Moi, absolument pas. Et toi, Raph, tu sais un peu ce que c'est ou pas? Non plus, c'est un terme que j'ai jamais entendu. Bon alors on va commencer par des petits rappels chronologiques et géographiques. Donc, l'Empire Inca, il se met en place au Pérou vers la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, et il s'étendait à son apogée de l'Équateur à l'Argentine actuelle. Il est contemporain de l'Empire aztèque au Mexique, et il a été conquis dès 1533 par Pizarro et les conquistadors espagnols. La civilisation mochica, elle est elle beaucoup plus ancienne. On est bien avant les Incas, on est environ de 100 à 800 après Jésus-Christ, jusqu'au Xe siècle pour les périodes les plus tardives. Leur apogée, elle est située autour de 600, et leur aire géographique, elle est plus réduite que celle des Incas, vu qu'elle comprenait seulement une partie de la côte nord du Pérou. Donc si les Incas ils sont contemporains des Aztèques, les Mochicas ils sont eux contemporains des Mayas de la période classique en Amérique centrale, donc c'est-à-dire la période à laquelle ils ont construit leurs pyramides en pierre. Ils sont aussi contemporains de la civilisation Nazca au sud du Pérou, donc qui est connue pour leurs dessins géants qui sont tracés dans le désert. Ils sont aussi contemporains des Wari, qui ont en quelque sorte précédé les Incas. Donc en tant qu'occidental, on est habitué à un découpage historique commun à une bonne partie de notre bonne vieille Europe, mais au Pérou, comme dans le reste de l'Amérique, les périodes et les cultures, elles varient fortement selon la zone géographique. Rien que pour le Pérou, par exemple, on est sur un découpage de 5 périodes temporelles qui vont de 1500 avant notre ère jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, et pour 7 zones géographiques différentes. Et on a un découpage particulier pour chacune des cultures. Donc les recherches archéologiques sur la civilisation Mochica, elles remontent au milieu du XXe siècle, mais c'est surtout depuis les années 1990 qu'ont eu lieu les plus grandes avancées dans le domaine. Les principaux sites urbains et cérémoniels, ils sont fouillés depuis cette période, et ils ont permis d'identifier des caractéristiques spécifiques de l'architecture Mochica, notamment marquées par la présence de pyramides à degrés en adobe, donc en briques de terre crue, sur lesquelles s'élevaient des édifices bâtis. Donc on appelle ces pyramides des Huaca, Huaca, et elles peuvent servir aussi bien de temples que de tombes, que de palais ou d'endroits rituels pour le sacrifice humain. Parce que oui, aujourd'hui on va aussi parler de sacrifice humain. Donc, Et ça, c'est métal, le sacrifice humain. Donc elle se Pardon. compose généralement d'un édifice principal avec un accès par une rampe. Au sommet, on trouve souvent une place et des bâtiments, ainsi que des places plus réduites, des patios et aussi des cours intérieurs. Donc on a aussi certaines plateformes qui vont être surélevées et reliées entre elles par des couloirs ou des murs. Je vous conseille de chercher dans Google Huaca, Huaca. Vous pouvez taper Huaca del Sol par exemple, ou Huaca de la Luna, pour avoir une idée de à quoi ça ressemble, et vous verrez qu'on est très très loin des pyramides méso-américaines, Maya par exemple. Ah Je sais pas si oui, vous voulez le effectivement, faire. ça ressemble presque plus à des pyramides égyptiennes. Ça ressemble presque à des montagnes aussi. Et à des montagnes aussi, un peu. Ouais, alors en l'état maintenant, oui, ça ressemble plus à des montagnes, c'est clair. Mais sinon, oui, c'est vraiment, en fait, c'est un édifice, enfin, ça passe vraiment une forme de pyramide, c'est plus un empilement de couches à chaque fois. La réalité des conditions de fouilles au Pérou, elle a tendance à compliquer le travail des archéologues, qui sont confrontés à un problème majeur qui est le pillage archéologique. Et ce phénomène au Pérou, en fait, il n'est pas nouveau puisqu'il dure depuis 500 ans avec l'arrivée des Espagnols. À l'époque, c'est l'attrait pour l'or qui s'était même institutionnalisé par la création de compagnies royales qui légitimaient le pillage. Et de nos jours, le pillage, il est motivé par des enjeux économiques, commerciaux, et son ampleur conduit toujours à de terribles pertes archéologiques. Il n'est pas rare de voir des sites fermés qui sont gardés par des policiers armés en attendant les financements nécessaires à des fouilles. Il est d'ailleurs tristement ironique de constater que les meilleurs fouilleurs et prospecteurs locaux sont souvent d'anciens pilleurs
qui sont plus habitués au terrain et à repérer les sites archéologiques que les universitaires. Donc malgré tout, la civilisation Mochica, c'est l'une des civilisations andines pré-Inca les plus connues, notamment grâce à ses vestiges architecturaux et aussi sa céramique qui est étudiée depuis le 19e siècle, qui provient notamment des Huacas, mais aussi des sites cérémoniels ou des cimetières et des nécropoles. Donc l'implantation Mochica, elle se limite aux zones de vallées fertiles où les rivières et les fleuves coulent depuis la cordillère des Andes jusqu'à la côte pacifique, entre les vallées de Piura et de Nepeña. Donc si ça vous dit rien, vous pouvez taper par exemple Piura, P-I-U-R-A sur Google Maps, et Nepeña, N-E-P-E-N-A. Comme ça, vous aurez une vague idée de où on se situe. Donc on est sur une bande d'environ 50 km de long, dans une région qui est limitée dans sa largeur par les contreforts montagneux des Andes, qui constituent en quelque sorte une frontière naturelle. Donc bien entendu, les Mochica, ils entretenaient des relations commerciales au-delà de leur terre, en important par exemple du lapis-lazuli, du Chili, donc qui est à plusieurs centaines de kilomètres au sud, ou des coquillages qui étaient originaires de l'actuel Équateur à plusieurs centaines de kilomètres au nord. Donc la culture Mochica, elle succède à la civilisation Salinar, qui était déjà bien établie dans la région depuis le 6e siècle avant notre ère, et qui déjà était caractérisée par une architecture monumentale, une pratique de la céramique et l'usage de la métallurgie, en particulier du cuivre et de l'or. Toutes ces techniques, elles vont être reprises et améliorées par les Mochica. Donc il est à noter un fait important, c'est que les Mochica, ils n'ont jamais développé de forme d'écriture, contrairement aux Mayas par exemple de la même période. D'accord, il n'y a pas d'écriture Mochica alors du coup. Pas du tout. Cependant, il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que le degré de complexité de leur société ont amené les archéologues et les anthropologues à considérer qu'ils sont parvenus à constituer la première civilisation andine à s'être établie sous forme d'État de manière indépendante, c'est-à-dire sans être influencée par une autre civilisation qui avait déjà atteint ce niveau d'organisation. C'est un fait assez rare et c'est un des 6 foyers dans le monde où on constate ce phénomène. Ah, par curiosité, c'est quoi les 5 autres Je sais pas si tu les as ou pas. Alors, il y en a un qui se situe en Amérique centrale, c'est sûr. Ouais. Tu dois en avoir un éventuellement en Mésopotamie. Après, les 3 autres, je sais pas. Il y en a un sûrement en Asie, j'imagine, et en Afrique. Je pense, ouais, à mon avis, ça doit être par là. Avoir un par continent. Oui, il doit y avoir la Chine déjà de base. Ouais, c'est vachement intéressant en tout cas. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Ouais, c'est clair. C'est clair. Toute cette organisation sociétale qui est assez quand même solide, elle va se poursuivre dans les civilisations qui vont succéder aux Mochica, donc chez les Wari et bien sûr plus tard chez les Incas. Au niveau économique, les Mochica, ils n'avaient pas de monnaie ou d'économie de marché. Il est probable qu'ils pratiquaient un système de redistribution des ressources, comme on peut le voir dans d'autres sociétés andines plus récentes de la période du contact, le contact avec les Européens. C'est-à-dire que les élites locales, elles recevaient la nourriture et les produits de leurs sujets et vont ensuite les redistribuer depuis la classe dirigeante aux classes inférieures. Dans tout ça, l'artisanat, il occupe un rôle important, notamment dans les milieux citadins, avec les tisserands, les céramistes et les métallurgistes. Et les artisans, ils occupaient une place privilégiée en travaillant exclusivement pour les élites en place, pour qu'elles puissent prouver leur pouvoir et leur richesse. Du coup, les élites de rang inférieur jouissaient également d'une redistribution d'objets artisanaux manufacturés, afin de maintenir tout ce qui est allégeance politique et la hiérarchie dans l'aristocratie. Donc il faut garder en tête, comme vous l'avez peut-être vu déjà si vous êtes allé sur Google Maps, qu'on est dans une région assez aride et que malgré l'étendue de la présence Mochica, les vallées fertiles, elles sont isolées géographiquement par des aires désertiques. Mais les vestiges archéologiques ont permis de démontrer une connexion entre chaque centre urbain, mais également avec les régions voisines, notamment celles qui se situent dans les hautes terres des montagnes. On a des villages et des hameaux de pêcheurs et d'agriculteurs qui prennent place sur le littoral et à l'intérieur des vallées, tandis qu'on a les centres cérémoniels qui occupent des endroits stratégiques, souvent associés à des villes de grande taille, avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, ce qui est beaucoup. Et aussi, on va avoir des ouvrages militaires qui vont se retrouver dans chaque vallée. Les Mochica, ils sont également à l'origine d'un système d'irrigation particulièrement développé qui permettait la culture de vastes étendues de terre, même sous les climats les plus désertiques. L'économie agricole, elle est très riche et variée. Elle est complétée aussi par l'apport de la pêche dans l'océan et les rivières et par l'élevage d'animaux comme les lamas domestiques, mais aussi les cochons d'Inde et les canards, parce que bien sûr, là-bas, on mange des cochons d'Inde, qu'on appelle des couilles d'ailleurs. Des couilles. Oui. Ah putain, ça me rappelle je viens de comprendre une publicité pour le cancer des testicules du coup. Exactement, tout à fait. Je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais... Ouais. Voilà, pardon, je te laisse continuer, pardon. Désolé. Pas de souci.
Et donc toute cette alimentation, ça a Non. permis de maintenir une population, nombreuse et ils ont été capables d'attribuer un nombre important de travailleurs à tout ce qui est construction et entretien, des édifices bâtis. Ces édifices, ils participent au développement d'une organisation sociale, complexe. Il y a un processus d'urbanisation élaboré où la place du religieux et du symbolique va prendre une dimension centrale, comme en témoigne l'importance de l'architecture cérémonielle. Donc la civilisation mochica, c'était donc une société hautement stratifiée, avec des hiérarchies politiques et religieuses qui soutenaient une expansion territoriale importante. Chaque vallée restait indépendante politiquement, mais toutes partageaient des idéologies religieuses similaires, des pratiques artistiques communes, un même langage et l'échange d'objets de prestige. Il est possible que la ville de Moche, qui a donné son nom à la civilisation, ait pu être le siège d'un État expansionniste au sud, depuis Huaca del Sol, qui, contrairement à ce que laisse penser son nom, n'est pas un temple dédié au soleil, mais bien un palais et un mausolée où vivait une famille régnante. Et au contraire, au nord, on va avoir des vallées qui restaient indépendantes. La rivalité entre les différentes vallées, elle a pu s'exprimer à travers des batailles réelles ou ritualisées. La guerre était utilisée afin d'étendre son influence dans tous les cas. Les actes de combat rituels entre élites mochica, ils apparaissent dans les céramiques, mais on a aussi d'autres témoignages iconographiques qui suggèrent que les prisonniers faits pendant les campagnes militaires et les batailles devenaient des victimes sacrifiées. La guerre, elle est très importante dans l'idéologie mochica, c'est un peuple qui est quand même assez guerrier, et l'acte sacrificiel, il permettait aux dirigeants d'établir un lien entre leur pouvoir et celui des dieux, et donc ils avaient besoin de beaucoup de prisonniers à sacrifier. Les guerres mochica et les sacrifices, ils pouvaient être soit des faits rituels, soit des faits militaires, mais dans tous les cas, ils prenaient toujours une connotation religieuse. Le sacrifice humain, il est très présent dans la culture symbolique mochica, en étant l'un des rites les plus importants et les plus représentés. Et on le voit par exemple dans l'art et l'artisanat. On a aussi de nombreuses preuves de sacrifices humains qui ont été découvertes de manière archéologique dans les tombes et les enceintes des palais. Les types de sacrifices sont aussi très variés. Ils peuvent être représentés, pratiqués par des humains ou alors par des êtres surnaturels. Par exemple, on peut avoir des guerriers qui sont dévorés par des félins ou des gens qui sont déchiquetés par des vautours. On a d'autres sacrifices représentés sur des vases qui montrent par exemple un dirigeant qui est en train de trancher la gorge d'un prisonnier. Le sang est ensuite récolté par les prêtres, va être bu par le seigneur pour s'attribuer les vertus des suppliciés. D'une manière générale, le sacrifice humain, il est très présent dans les sociétés préhispaniques et on retrouve chez les Mochica, comme chez les Incas, l'usage de drogues issues des feuilles de coca pour préparer les victimes à leur sort. Donc bien sûr préparer entre guillemets, parce que je pense qu'on Entre n'est guillemets, jamais ouais. prêt à ça. Jamais vraiment prêt pour ce genre de choses, je pense, effectivement. Donc on a aussi d'autres formes de sacrifices qui se retrouvent dans les pratiques funéraires, avec notamment la présence de morts d'accompagnement. Donc il arrivait que des enfants et des femmes soient immolés et exécutés, puis enterrés lorsque le seigneur mourait, les serviteurs aussi. On a un exemple, par exemple, avec le seigneur d'Oukoupé, qui est un seigneur d'une vallée du Nord qui a été retrouvé près du village d'Oukoupé, c'est pour ça qu'il s'appelle le seigneur d'Oukoupé. Et on a retrouvé dans sa tombe, en fait, sa concubine qui était enceinte de 6 mois et qui avait été inhumée Ah, avec sympa. lui. D'accord. Ouais, on part sur des bails un peu sympas. Si on en sait autant sur les pratiques des dirigeants mochica, c'est surtout grâce à l'iconographie qui est présente sur la céramique. Le rang des individus, il peut être identifié par leur taille par rapport aux autres. Les personnages de haut rang, ils étaient représentés plus grands et habillés différemment. La société mochica était, comme je l'ai déjà précisé, fortement hiérarchisée, et on a des classes sociales qui sont rigides et fixes, avec à son sommet un puissant seigneur qui dirigeait et transmettait son pouvoir de manière héréditaire. Ensuite, on va avoir 3 classes distinctes. On a une élite religieuse, politique et militaire, une classe moyenne plutôt urbaine qui est détachée des activités de subsistance, comme des artisans par exemple, et enfin on va avoir une classe inférieure qui est liée à l'agriculture et à la collecte de ressources vitales, donc des ouvriers, des pêcheurs, des paysans, un peu tous les autres, quoi. Et à l'image du centre urbain de Moche, en fait, ces classes de population, elles occupent des quartiers différents par rapport au palais de la ville, qui est au centre. Donc en gros, plus on habite loin du palais, et plus on est pauvre. C'est assez logique. Ouais, c'est assez logique, ouais. Donc bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est la classe dirigeante qui est à l'origine de la construction des wakas, des palais, des temples. Et ses membres, ils étaient inhumés dans des tombes très riches et somptueuses, à l'image du seigneur de Sipan. Donc c'est pareil, c'est un dirigeant qui a été retrouvé près du village de Sipan, qui est l'une des sépultures les plus riches et impressionnantes découvertes à ce jour. Donc on a un dirigeant qui est enterré avec 2 hommes, 2 femmes, un chien, une quantité impressionnante de bijoux, d'ornements, d'objets en or, en argent, en bronze, en terre cuite.
Son sarcophage, il est assez impressionnant. En fait, il y a plusieurs piles d'objets, de décorations sous lui, sur lui. La tombe est gigantesque. Enfin, c'est un truc magnifique. Il y a tout un musée qui est consacré au Seigneur de Sipan qui se trouve au Pérou. Donc c'est encore grâce à l'iconographie de la céramique, corroborée par les preuves archéologiques, que l'on connaît les activités du reste de la population. En l'absence de témoignages écrits, les scènes et sujets représentés ont été à la base de nombreuses recherches afin de reconstituer les aspects de la vie sociale, religieuse et les rituels des Mochica. Mais les objets décorés sont également porteurs de l'idéologie qui est liée au pouvoir des élites, et tout ça, ça justifiait un peu leur légitimité. Donc il faut prendre en compte ce biais lorsqu'on a affaire à de l'artisanat Mochica, c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, les représentations vont évoluer dans le temps et vont refléter aussi les changements dans l'organisation politique et les valeurs que souhaitent véhiculer les dirigeants. On a des bouleversements qui ont par exemple eu lieu autour de l'an 600 à cause de crues exceptionnelles qui ont été provoquées par le phénomène El Niño, qui ont englouti plusieurs villes côtières, et tout ça on va le retrouver dans la céramique et aussi l'archéologie. Les Mochica, ils ont également produit des peintures murales polychromes, des gravures, des incrustations sur des os, du bois, de la pierre, avec des turquoises ou des lapis lazuli par exemple. Les potiers Mochica, ils créaient également des sculptures en terre cuite, donc des personnages, des animaux, des figures anthropomorphiques, et même des sujets érotiques. Donc voilà, c'est des sujets où on voit bien que c'est très érotique, c'est même un peu exagéré parfois. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en ligne également. Alors, Il est en train de se jeter sur son ordinateur en ce moment. l'iconographie générale, elle concerne aussi des activités quotidiennes, comme la chasse ou la pêche, des paysages comme des montagnes, ainsi que des portraits représentant des personnes importantes de la société. Les décors peints, ils peuvent aussi être combinés à la sculpture ou au bas-relief, ce qui permet d'accentuer certains détails. Et tout ça, ça participe à une culture artistique très très riche et vraiment caractéristique de cette civilisation. La céramique et les représentations peintes ou sculptées, en fait, constituent une vraie encyclopédie visuelle sur le mode de vie des Mochica. On peut rappeler aussi que les Mochica, c'était des orfèvres extrêmement doués et que leur technique de dorure du cuivre, elle a été utilisée par les Incas, mais aussi par les colons espagnols, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. Ils étaient quand même assez doués. Ouais, En fait, j'avoue. c'est un peu comme dans Civilisation, tu sais, tu mets tous tes points dans un truc, mais tu fais pas l'écriture, par exemple. C'est ça. C'est complètement ça. Tu choisis ton arbre de trait. quoi. C'est clair. Exactement. Donc bien entendu, moi ce que j'ai le plus étudié, ce sont les peintures murales. Et pour les Mochica, elles représentent un aspect qui est très très important. Elles possèdent une valeur symbolique très très forte et elles transcendent le simple aspect décoratif. Pour les élites, elles sont un moyen de plus de servir de vecteur à des idéologies et ainsi d'affirmer leur pouvoir à la vue de tous, comme on le retrouve plus tard par exemple dans la culture inca. C'est pour ça que les peintures murales se retrouvent principalement dans l'architecture, notamment des wakas, et sont associées à des reliefs. On peut avoir des thèmes iconographiques qui sont assez variés, et certains se retrouvent sur différents sites, comme celui assez spécifique à Waka de la Luna, mais on va le retrouver aussi dans d'autres wakas, où la façade principale, elle est ornée du thème de Aya Apaek, qui est caractérisé par des poissons-chats, mais surtout par le Dégolador, c'est-à-dire le dieu égorgeur, qui est représenté avec un Oh, couteau sacrificiel et une tête décapitée à la main. c'est Pas comme génial. nom. C'est quoi son nom? Vas-y, c'est Tu peux taper le dieu égorgeur, par exemple, en français. Dieu égorgeur. En espagnol, Alors, on c'est va aller voir ça Dégolador. Et sinon, Dégolador. le nom je crois que c'est le nom. Est-ce que je pars en navigation privée Quelque ou... chose. Je pense pas que ce soit si trash que ça. Non, c'est pas si trash. Ah, il est stylé. Ouais, il est stylé. J'imagine que vous voyez sa tête avec les petits. Ouais, sa tête, ouais, exactement. Ouais. Il a un petit côté jaguar un peu. Hein. Ces décorations-là, on les trouve sur les parois internes et externes des temples pour avoir un maximum d'impact à chaque fois sur le public. Comme vous voyez, c'est assez visuel, assez représentatif. Donc il faut s'imaginer, Carrément. tu arrives chez le Seigneur ou tu arrives dans ton temple et tu es face à des trucs comme ça. Ça en impose quand même, Oui, c'est clair. Ouais. T'as pas envie de faire le rigolo après avec ça. c'est sûr. Donc on retrouve la pratique artistique de la peinture murale dans un nombre important de sites des deux sphères d'influence Mochica, donc c'est-à-dire au nord et au sud. Et pour la société Mochica qui n'a, je le rappelle, jamais développé d'écriture, l'art et son expression revêtent une dimension particulière. Les peintures murales, elles se retrouvent sur des édifices qui sont importants dans la société, c'est-à-dire les édifices religieux et les édifices de pouvoir. Mais on a également retrouvé des peintures murales en contexte funéraire, comme sur le site de San José de Moro, qui abrite l'un des plus importants sites funéraires et centres cérémoniels régionaux, et sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. D'accord, Donc, t'as travaillé dessus alors.
tout à fait. Moi, je faisais du travail de laboratoire, donc je ne suis jamais rendu dessus. Mais, Un jour comment peut-être, hein, quand cette histoire de mais un Covid jour sera peut-être, finie, peut-être c'est qu'on pourra ça, t'y c'est rendre. clair, j'aimerais bien. Mais du coup, je vous propose qu'on en parle un petit peu, hein, parce que au final, Bah mine de grave. rien, je le connais sans l'avoir vu. Donc c'est un site qui présente des traces d'occupation qui vont du 5e au 10e siècle de notre ère. Ouais. Donc on a des aires d'habitation dessus, mais aussi 5 wakas. On a la nécropole du site qui présente plusieurs types de tombes, dont des sépultures à chambres funéraires assez complexes, en plusieurs parties, construites en adobe, avec un plafond en poutre. Ces chambres funéraires peuvent posséder aussi des niches dans les murs et des banquettes sur les côtés. Leur taille et leur contenu, il est assez variable en fonction de la période. On a 2 édifices qui présentent des peintures murales, une waka, donc la waka la capilla, et au moins une sépulture. Donc dans le premier cas, ce sont les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment qui présentent principalement 2 couleurs, du blanc et du noir. Ouais. Et dans le second cas, on a des niches et des murs de la sépulture qui sont peints en rouge, jaune et violet. Et le tout à chaque fois, c'est en aplat de couleurs. Donc il y avait peut-être des représentations, mais en tout cas, elles n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. Donc, la particularité de ce site, c'est la présence de tombes dites de prêtresses, donc c'est-à-dire des sépultures de personnages féminins qui appartenaient à l'élite, donc on ne sait pas vraiment si c'est des prêtresses, et qui ont été découvertes en 1991 par les archéologues Luis Jaime Castillo et Christopher Donan. Tout ça, ça fait l'objet de nombreuses études et publications. Donc bien entendu, voilà, comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est des prêtresses, mais dans tous les cas, ces tombes, elles apportent énormément d'informations, notamment pour retracer les processus et les rituels liés au monde funéraire Mochica. Donc pour ma part, j'ai aussi étudié et analysé les peintures murales de l'une de ces tombes, la 8e tombe de prêtresse qui a été mise au jour en 2011, et c'est une sépulture qui est datée d'environ 750 après Jésus-Christ, donc ce qui correspond à la période Mochica tardive. D'accord. Elle est considérée comme une tombe de prêtresse parce qu'en fait, on a le corps d'une adolescente qui est richement vêtue, dans un linceul, un sarcophage très décoré. La chambre funéraire, elle est assez profonde, elle est à 6 mètres sous la surface du sol. Donc les murs sont intercrus, percés de larges niches, où se trouvaient les céramiques et aussi les peintures murales. Où aussi, on a 2 corps d'adultes de sexe féminin qui ont également été déposés dans cette sépulture, donc qui étaient probablement des servantes, et aussi accessoirement 5 enfants. Ah d'accord. Ouais, c'est des morts d'accompagnement. Alors, on sait pas vraiment qui ils étaient, mais peut-être qu'ils ont été, ouais, je pense qu'ils ont été sacrifiés. C'est peut-être les enfants des servantes ou des enfants de la famille. On sait pas. D'accord. Je sais pas Euh, ce qui est le plus glauque entre le mec qui se fait enterrer avec sa femme enceinte de 6 mois ou les 5 enfants. ouais, Ils particulier. rigolent pas les gars hein, quand même. Ouais, c'est clair, c'est particulier. Donc du coup, le squelette de la principale défunte, il est situé sur une plateforme basse, à une extrémité de la chambre funéraire. Il est décoré assez simplement, avec un collier en perles, et à ses côtés se trouvait une sorte de grand gobelet d'argent qui constitue un indice en fait sur son identité. En fait, ce type de récipient, ce gobelet, on le retrouve dans l'art Mochica, dans des scènes de sacrifices humains, et il est retrouvé seulement dans les tombes dites de prêtresses. Malheureusement, on ne peut pas faire plus de liens actuellement parce qu'on n'en sait pas vraiment plus. Le sarcophage, en tout cas, il présente une décoration qui est très élaborée, caractéristique de l'élite Mochica, donc on sait que c'était une personne qui était quand même très importante dans la société. Le sarcophage il était réalisé en bois, donc aujourd'hui il a disparu. Il présentait des ornementations de plaques de cuivre disposées en vagues, qui est un motif typique de la culture Mochica. On a également un masque funéraire en cuivre qui a été découvert près de la tête et qui se trouvait probablement au-dessus du cercueil. Et on va avoir aussi 2 artefacts en cuivre en forme de sandales qui se trouvaient au niveau des pieds du sarcophage, donc ce qui donne au tout une forme anthropomorphe. Et cette mise en scène, elle participe sans doute aux cérémonies de funérailles, comme le présente l'iconographie Mochica, dans la céramique notamment, au cours desquelles le cercueil du défunt il est escorté lors d'une procession, avec des gardes d'honneur, des guerriers et des musiciens. Donc en fait, c'est assez rare de découvrir de la peinture murale en contexte funéraire, probablement à cause de la fragilité de la technique de décoration qui est utilisée. Et comme on l'a vu, on est sur une gamme de couleurs qui est assez restreinte. Donc en l'occurrence, du jaune, du rouge, du violet, du noir, du blanc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que de la même manière que la gamme de couleurs, les techniques picturales, elles vont perdurer dans le temps, et ce jusqu'à la période Inca. Donc il n'y a pas vraiment de révolution technologique à ce sujet, mais on va davantage voir un affinement de la technique au fil du temps, avec des grains plus fins et une préparation de pigments différente. Donc ça reste un travail qui est très fin et délicat, comme on le constate, et toujours lié à la classe dirigeante.
Certains membres de la classe artisanale pouvaient eux-mêmes être rattachés à l'élite, comme en témoigne une autre sépulture, cette fois retrouvée à Moche. Dans un secteur qui est réservé à l'élite, on a retrouvé en fait un individu inhumé avec des outils de broyage qui ont probablement pu servir pour réaliser des pigments. Donc grâce à des artisans et des spécialistes talentueux et récompensés, en fait, la production artistique et technologique, elle était stimulée, ce qui a amené un savoir-faire d'une grande maîtrise. Et ce système d'artisanat, il se retrouve dans d'autres domaines, comme la métallurgie, avec la production d'objets en or, argent et cuivre, l'artisanat du textile, avec des réalisations de grande qualité à partir du coton et de la laine. D'ailleurs, les mochika pouvaient créer des vêtements pendant des années et des années, voire sur plusieurs générations, et ça pouvait avoir plus de valeur que de l'or, par exemple. Du coup, c'était des vêtements qui étaient vraiment décorés avec des couleurs et des motifs. Et aussi la céramique qui jouait un rôle extrêmement important. Donc les productions de haute qualité, elles étaient privilégiées, ce qui favorisait l'émergence de maîtres artisans. Et ça va s'inscrire en fait dans l'héritage andin, dans les civilisations qui vont venir, notamment chez les Incas. Donc voilà, j'espère que ce petit voyage chez les mochika vous a plu, j'espère que vous avez appris quand même 2-3 trucs au passage. Pour moi, c'est vraiment une civilisation que je trouve fascinante, je la trouve complexe, et en plus, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'étudier. Si vous voulez en savoir plus sur ma petite contribution à ce sujet, vous pouvez chercher dans Google caractérisation physico-chimique de pigments mochika. Vous allez sur le lien du journal de la Société des Américanistes, qui est en accès libre. Donc c'est assez technique, mais ça permet d'approfondir le sujet un peu des peintures murales que j'ai évoquées. Ça me fait aussi un peu de la pub, même si je touche absolument rien. Mais bon, comme ça, vous pouvez me lire. Ça fait de la crédibilité scientifique. C'est ça. En plus. C'est clair. Vous pouvez aussi lire Véronique Wright, qui est la spécialiste française des peintures murales précolombiennes. Et si vous voulez en savoir plus sur les mochika d'une manière générale, sachez qu'il existe assez peu d'ouvrages de vulgarisation sur le sujet en français. Je peux quand même vous conseiller, par exemple, le catalogue d'exposition Les Rois Mochika, ou le livre Le Pérou avant les Incas, qui est, il me semble aussi, un catalogue d'exposition. Bah écoute, Nico, merci beaucoup pour ta chronique sur les mochika, parce que moi, franchement, tu nous demandes si on a appris des trucs. Ouais. Déjà, la civilisation, on ne la connaissait pas. Bah, c'est ça, ouais. En fait, on a tout appris dessus. Hein. Merci du coup. Et c'est pas étonnant qu'on connaisse pas, parce que tu viens de le dire toi-même, visiblement, il y a très peu d'ouvrages de vulgarisation scientifique en français, donc ça nous est totalement inconnu au bataillon. Et franchement, merci d'avoir donné toutes ces informations sur cette civilisation qui a l'air extrêmement intéressante et qui a l'air d'avoir produit des trucs artistiquement parlant qui sont assez dingues. Même s'ils n'ont pas d'écriture, comme quoi ça ne veut rien dire. Hein. Bah, c'est clair. Bah, ça me fait bien plaisir que ça vous ait plu. Mais c'est vrai que parce que genre une civilisation aussi riche, elle serait peut-être plus proche de chez nous ou quoi, on en aurait, on en entendrait parler, de manière Ouais, plus, carrément. plus facilement. Mais là, c'est vrai que C'est juste le fait ouais, qu'elle soit loin et qu'en plus elle soit en Amérique, mais en plus dans un coin reculé en Amérique, un côté ouest, c'est clair, c'est clair. Et mine de rien, les Incas ont pris un peu le dessus en termes de pop culture. Je pense notamment peut-être chez nous à cause de Tintin, je pense, surtout. Bah, je Mine pense de rien. aussi, ouais. 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 Si Il y Tintin aurait était allé beaucoup chez de les choses à dire. mochika, je pense qu'on connaîtrait les mochika à mon avis. C'est clair. Il n'y a pas de doute C'est clair, là-dessus. c'est clair. Donc franchement, merci à toi. J'ai qu'une seule main de libre, mais je vais quand même essayer de t'applaudir. Peut-être que je ferai un épisode sur les Incas, je le ferai, on verra. Yes, trop bien. T'as quelque chose à rajouter, Raph Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est même si bon, c'est vrai que pour certains aspects, ces cultures-là, elles se ressemblent, notamment sur tout le côté sacrificiel et tombe. c'est clair. De toute façon, tu le vois que ce soit ici ou en Asie ou ailleurs. Mais c'est vrai que peut-être que c'est parce que si on n'y a pas touché personnellement, en tant que Européen, on n'y a pas foutu notre grain de sel. Oui, tu vois, oui, ouais. c'est ça aussi. peut-être Ouais, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Moi, je trouve ça fascinant que tu nous aies dit que ce soit l'une des 6 civilisations de la Terre qui ait elle-même formé d'elle-même formé un État. Je trouve ça ouf, quoi, C'est clair. comme anecdote à sortir à un repas entre amis. C'est C'est clair, c'est une mais putain autre d'anecdote, hein, anecdote franchement. intéressante quand on pourra refaire des soirées, comme ça vous pourrez dire aussi que vous connaissez un peuple qui vivait dans des pyramides, littéralement. Et ça, c'est Il est stylé. vrai. Mais j'ai peur qu'en fait, quand on lâche le mot pyramide, on arrive à Ouais, des. ça se barre en ouais, couille c'est très clair. rapidement. Et en C'est plus, clair, c'est clair. l'utilisation du coup amérindienne. Ouais, voilà, Amérindien, pyramide, vraiment les photos, ça ressemble vraiment à des espèces de vaisseaux spatials chelous de Goa'uld. Donc,
Il suffit C'est vrai. d'enterrer les serviteurs pour qu'en fait on dise que les secrets ne doivent pas être ébruités. Ah bah là oui, c'est pour ça. Hein. Et le sang humain, c'est du carburant pour les vaisseaux spatiaux. Bah, je vois pas pourquoi en fait on n'y a pas pensé plus tôt. Sinon. C'est sûr, Ah là là. c'est tellement le plus logique. Bah encore une fois, merci Nico pour ta chronique. C'était vachement cool. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.